Donc, on va reprendre cet après-midi d'échange, donc cette dernière demi-journée du colloque, des journées de rencontre autour de l'histoire de la photographie, par deux interventions pour ce panel. Donc, la première intervention est celle de Marion Gautreau, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Et donc, je vais me permettre de la présenter un petit peu. Donc, Marion Gautreau est maîtresse de conférence au département d'études hispaniques et hispano-américaines à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle est rattachée au laboratoire Framespa, donc l'UMR 5136, au sein duquel elle développe ses recherches sur l'histoire de la photographie latino-américaine et plus particulièrement mexicaine. De 2016 à 2018, elle a coordonné un projet PIX sur photojournalisme et photographie documentaire au Mexique depuis 1968. Avec Jean Kempf, donc rattaché à l'Université de Lyon 2, elle a coédité notamment le numéro 13 de la revue IDEAS sur la photographie documentaire contemporaine dans les Amériques, donc en 2019. Elle a également publié en 2017 l'ouvrage de la Crónica al Icono, la fotografía, pardon pour mon petit accent, la fotografía de la Revolución Mexicana en la prensa ilustra capitalina, donc entre 1910 et 1940, parce que les chiffres, ce serait trop complexe, publié donc à Mexico par l'INAH. Ces recherches sur le champ photographique latino-américain ont été publiées, entre autres, dans un ensemble de revues, donc par exemple les revues Alquimia Historias au Mexique ou Archivos de la Filmoteca en Espagne. Et puis enfin, les revues, par exemple, Caravel ou les cahiers de ALHIM, ALIM, en France. Et pour finir, elle est également membre des comités de rédaction des revues Caravel, L'Ordinaire des Amériques, l'INEAS et Cinéma d'Amérique latine. Et enfin, pour compléter ce panel très dense d'activités, Marion Gautreau est également depuis 2019 vice-présidente déléguée à la culture de l'Université Jean Jaurès. Donc, pour quand même présenter le titre de cette intervention, donc Marion Gautreau va nous présenter une communication d'une demi-heure qui s'intitule « Irruption visuelle du peuple en armes et stratégie photographique des chefs de file, le cas de la révolution mexicaine dans la presse illustrée ». Et maintenant, oui. Merci beaucoup, Lise, pour cette présentation un peu exhaustive. Je remercie beaucoup les organisatrices et les organisateurs de ces journées de m'avoir permis de vous présenter ce dont je vais parler aujourd'hui, parce que c'est un travail qui est assez ancien pour moi. Puisque, comme l'a dit Lise, je travaille plutôt dernièrement sur le photojournalisme contemporain dans le dernier quart du XXe siècle au Mexique. Donc, ces travaux sont antérieurs, mais faisaient écho aux images des résistances, et ça m'a intéressée, je vais vous dire pourquoi, d'en parler avec autour du concept de résistance. Et c'est important pour moi aussi de le présenter face à des historiens de la photographie au sens large. Ce sont des travaux qui ont été beaucoup plus présentés au Mexique ou dans les cercles hispanistes français. Donc le dialogue, on va dire, avec des historiens de la photographie d'autres aires géographiques me semble intéressant. Donc je crois que c'est intéressant aussi. Je vais parler d'autres travaux que les miens. On en parlait hier soir avec Christian pour parler un petit peu de cette accessibilité, ou plutôt du manque d'accessibilité de travaux d'autres historiens de la photographie dans d'autres aires géographiques qui ne sont donc ni francophones, ni germanophones, ni anglophones, pour le dire un petit peu rapidement. Et la révolution mexicaine, c'est quelque chose qui m'a intéressée parce que ça advient quand même à un moment clé aussi de l'histoire de la photographie, ce début du XXe siècle, notamment un moment clé de la cohabitation dans la presse de la photographie et des textes. Donc, j'ai beaucoup travaillé ce corpus autour de la notion d'iconotexte, qui est un concept peut-être autour duquel on pourra revenir, puisque ça permet d'étudier, pour reprendre les mots d'Alain Montandon, l'effet coruscant de la cohabitation des discours textuels et visuels, qui me semble tout à fait pertinent, opérationnel en tout cas, quand on analyse la presse. Donc, dans la lignée de ce qui a été fait ce matin, on va rester sur la presse illustrée. On va partir un petit peu en arrière dans le temps, puisque la révolution mexicaine, c'est 1910 à 1920. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'espère que vous avez quelques notions d'histoire sur cette révolution. Sinon, vous poserez les questions après.
Et donc, jusqu'à maintenant, j'ai surtout pensé et analysé cet ensemble de photographies du point de vue des images de guerre, hein, ce qu'on met dans les images de guerre, la photographie de guerre, ou, ce qui était vraiment le centre de mon travail, les images de l'identité nationale mexicaine, puisque mon point de départ sur ce travail qui s'est fait sur 30 ans de publication de revues illustrées, c'était de comprendre comment est-ce qu'on passait d'un corpus exhaustif de photographies d'une guerre à un petit corpus de photographies iconiques qui sont encore aujourd'hui au XXIe siècle au Mexique, des images qui circulent très abondamment, que ce soit dans des expositions, dans des publications, mais aussi dans la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans les bars, dans les marchés aux puces, voire dans les salons des Mexicains qui accrochent ces photographies chez eux. Donc c'est une iconographie très vivante, en quelque sorte, qui a un siècle de vie derrière elle et qui n'est pas restée dans les pages des journaux après 1920, jusqu'à 1920, après la fin de la Révolution. Donc, si j'ai réfléchi aux images de guerre, aux images de l'identité nationale, l'associer à la question de la résistance et donc l'associer aussi à la notion de refus, des images qui refusent quelque chose, enfin en tout cas une révolution qui refuse quelque chose et des images qui refusent quelque chose. Et c'est vrai que c'était un concept sur lequel je ne me suis jamais penchée par rapport à cette iconographie. Et ça a un sens important dans le contexte, puisque donc, la révolution commence à la fin de l'année 1910 pour contrer une dictature, la dictature de Porfirio Díaz, donc, qui avait passé 30 ans au pouvoir, de 1876 à 1910, qui en est en 1910 à sa 6e réélection frauduleuse. Il y a des élections frauduleuses qui fêtent ses 80 ans en septembre 1910, c'est les 100 ans de l'indépendance du Mexique et les 80 ans du dictateur. Et donc, cette révolution et ces imageries vont venir donc refuser ce contexte dictatorial et résister à ce contexte dictatorial. Donc, penser ces photographies depuis la notion de résistance, pour moi, les déplace légèrement en les sortant aussi de leur institutionnalisation postérieure à la fin de la guerre civile, quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, qui a été beaucoup travaillé en général, puisque c'est une imagerie qui s'est mise au service d'un nouveau régime, qui est donc le régime politique mexicain qui a perduré tout au long du XXe siècle, qui est ce que l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa a nommé la dictature parfaite, qui est une dictature de parti, en fait, puisque au Mexique, je ne sais pas si vous le savez, mais pendant 71 ans, de 1929 à 2001, un même parti, le Parti révolutionnaire institutionnel, donc, qui porte en lui cet oxymore de la révolution institutionnalisée, a été au pouvoir en présentant des candidats à la présidence qui ont successivement, tous les 4 ou 6 ans, gagné les élections présidentielles jusqu'à ce qu'on a appelé la transition démocratique de l'année 2000. Ces photographies ont été au service de cette institutionnalisation après l'année 1920 et j'ai aussi travaillé la façon dont les revues, je vais vous parler un petit peu des sources, dont les revues ont permis aussi à la fois cette décantation du corpus originel et cette officialisation de certaines images. Donc, les travailler avec cette notion de résistance, en dehors de l'histoire aussi strictement peut-être nationale mexicaine, c'est réfléchir aussi au statut d'icône de la résistance à l'oppression que peuvent représenter ces images, et aussi de résistance à l'invisibilisation, dont on a beaucoup parlé, un terme qui a été beaucoup utilisé hier. Donc, ma présentation, voilà, j'ai un petit préambule sur l'histoire de la photographie de la Révolution. Ensuite, 3 points. Je vais passer très vite sur le rôle des photographes, puisque je pense que je n'aurai pas le temps de m'y attarder. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Je vais parler donc de l'irruption visuelle du peuple en armes dans la presse illustrée et des stratégies photographiques différentes des chefs de file. Alors, en préambule, je voudrais nommer, en quelque sorte, présenter des livres qui ont été publiés exclusivement sur l'histoire de la photographie de la Révolution. C'est presque un champ disciplinaire en soi chez les historiens de la photographie mexicains. Et en particulier, grâce, on va dire, au centenaire de la Révolution mexicaine, donc en 2010, il y a eu une grande série de publications. Donc, je vais juste les montrer et donner les titres. Donc, le premier est assez ancien, donc de Flora Lara Clara et Pablo Ortiz Monasterio, qui est un photographe que vous connaissez peut-être, Pablo Ortiz Monasterio, qui a publié un livre en 86, Jefes, Héroes y Caudillos. Le deuxième, donc d'un chercheur indépendant, Miguel Ángel Berumen, 1911, la bataille de Ciudad Juárez. Miguel Ángel Berumen est un chercheur indépendant qui est, selon moi, le meilleur chercheur
mexicains sur cette histoire de la photographie de la Révolution. Toujours Miguel Ángel Berimen, Pancho Villa, La construction del mito, dont je vais beaucoup m'appuyer sur ce livre aussi pour parler donc, de l'image de Francisco Villa, alias Pancho Villa. Sous la direction de Miguel Ángel Berimen, México, Fotografía y Revolución, qui est un livre dans lequel j'ai collaboré avec un chapitre sur la couverture internationale de la Révolution mexicaine, donc en Allemagne, Espagne, France, Angleterre, États-Unis et Mexique. Et Fotografía la Revolución Mexicana de John Braz, donc, qui est un chercheur états-unien, mais qui vit depuis des décennies à Mexico et qui a énormément contribué à l'histoire de la photographie mexicaine. Samuel Villela, qui est anthropologue et qui a publié un livre sur la première femme photographe de la Révolution, Sara Castrejón. Et enfin, donc, Daniel Escorza, Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, Casasola, qui a été longtemps considéré comme le photographe de la Révolution, puis qui a été ensuite en quelque sorte remis en question, on pourra peut-être revenir dessus. Et donc, le livre issu de mon travail de doctorat, donc, dont a parlé Lise tout à l'heure. Alors, 3 remarques sur ces publications. Donc, un pic de publication autour de la date du centenaire, ce qui est assez logique. Le rôle central de l'INA, donc cet Institut national d'anthropologie et d'histoire, dans l'augmentation de ces publications, dans un soutien à la publication. Et ça montre aussi l'importance que revêt encore aujourd'hui cet événement historique, en fait, à la fois pour la nation mexicaine. Hein, le centenaire a été un moment qui a cristallisé des problématiques aussi de comment revenir sur cette histoire du XXe siècle. Et au sein de la recherche en photographie, ça a été aussi, voilà, on revient sur des images qui, comme je le disais, font partie en quelque sorte du présent et ont vraiment accompagné tout ce XXe siècle. Alors, les sources que j'ai utilisées, c'est de la presse illustrée de la ville de Mexico, donc presse illustrée de la capitale, hebdomadaire, pas de presse quotidienne. Donc, c'est une presse que vous connaissez un petit peu, qui est similaire quand même dans de nombreux pays à la même époque, hein, qui combine des textes brefs ou plus ou moins longs sous forme d'articles d'information ou d'opinion, des gravures, des dessins, pour la publicité en particulier, les gravures et les dessins, et puis des photographies qui sont encore parfois dans un cahier central sur papier glacé, qui progressivement sont de mieux en mieux intégrées aux pages des revues. C'est une presse destinée à la bourgeoisie, en raison de son prix, des thématiques traitées, voilà, la politique, les événements mondains, les kermesses, les concours de bébés, les courses hippiques, enfin ce genre d'événements, les faits divers, les sports. Et c'est une presse, donc j'ai choisi de rester sur la presse de la capitale parce que c'est une presse qui est éloignée des combats et ça m'intéressait aussi de voir comment est-ce que l'on représentait. Il y a un fort effet de représentation de la guerre en fait, puisque la plupart des scènes de guerre, enfin des batailles, se déroulent dans le nord du pays, qui est à plus de 1500 ou 2000 km, donc c'est vraiment très loin de la capitale, ou au sud de la capitale pour ce qui est des batailles zapatistes. Alors, mon premier point, c'est sur le rôle des photographes. Je vais passer très vite, mais juste pour dire que cette imagerie n'existerait pas sans les photographes. Voilà, cette iconographie n'existerait pas sans les photographes. Même si la plupart des photographies ne sont pas signées dans la pièce, dans la presse, on en revient à cette question de l'octorialité dont on parlait ce matin. Il y a quand même de nombreux photographes qui ont été identifiés et il y a surtout des typologies de photographes très différentes pour cette couverture médiatique. Donc là, je vous présente un portrait de groupe qui a été pris par Manuel Ramos en 1910, qui était donc sur ce portrait des photographes qui travaillaient soit pour la presse, soit avaient ce qu'on appelait des estudios fotográficos, donc des ateliers de réalisation de portraits majoritairement. En province, donc là, c'est une photographie prise à Mexico. En province, il s'agissait plutôt de photographes d'atelier qui se sont vus contraints en quelque sorte, voilà, qui ont été pris dans cette guerre et qui ont commencé à photographier les soldats qui passaient, qu'ils soient révolutionnaires ou de l'armée fédérale. Et presque toutes et tous se sont improvisés reporters de guerre, en fait. C'était un métier qui n'existait pas vraiment au Mexique en 1910. Voilà. Certains d'entre eux sont devenus soldats délaissant leur pratique. Donc, il y a des cas de photographes qui sont devenus soldats, qui se sont engagés dans la Révolution, ont délaissé leur pratique. Et il y a d'autres cas, dont on n'en connaît pas beaucoup, mais qui ont réussi à conjuguer engagement militaire et couverture photographique. Je vais vous en présenter un. Alors, très brièvement, pour revenir dessus, l'un des photographes, par exemple, est Jimmy Hare, que vous devez connaître, un grand photoreporter de guerre états-unien.
qui a couvert 2 épisodes, donc les 2 épisodes internationaux de la Révolution mexicaine, enfin internationaux, le premier ne l'était pas, c'était les batailles de Ciudad Juárez en mai 1911, mais comme c'était de l'autre côté du Rio Bravo, puisque Ciudad Juárez est la ville jumelle de El Paso au Texas, en fait, il y a beaucoup de photographes états-uniens qui se sont rendus à Ciudad Juárez pour couvrir la bataille, puisque c'était pas loin, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ils pouvaient résider aux États-Unis et prendre des photographies. Et il a couvert le 2e épisode, qui est donc l'occupation états-unienne de Veracruz en 1914. Et il l'a couvert non seulement pour des revues états-uniennes, mais aussi pour des revues anglaises, comme The Sphere, par exemple, qui publie là une photo, mais des troupes des Marines états-uniens. 2e exemple, qui n'a rien à voir, qui est l'exact opposé, donc cette femme photographe, Sara Castrejón, qui vivait dans une petite ville de l'État du Guerrero à l'ouest de Mexico, Teloloapan, et qui avait un atelier de photographie et qui s'est mise donc à photographier toutes les troupes qui passaient par Teloloapan, ou qui s'est mise à photographier, comme on voit en bas à droite, des représentations militaires qui se sont beaucoup faites pendant la Révolution, des sortes de scénarisation en fait avec les soldats. Et dernier exemple que je voulais vous présenter, donc je vais m'attarder un petit peu plus dessus, c'est Jesús Hermenegildo Abitia, qui lui était donc originaire de Chihuahua, au nord de la République, qui avait été formé par un duo de frères photographes très célèbres à Mexico, les frères Valleto, et qui a ensuite ouvert un atelier de photographie encore dans une autre ville du nord, Hermosillo. Et après avoir photographié Francisco Madero, donc qui est le premier révolutionnaire qui était candidat à la présidence de la République en 1910, il est un petit peu harcelé par la classe politique locale très conservatrice qui voulait rester dans le Porfiriato, cette dictature de Porfirio Díaz, et est obligé de s'exiler à El Paso, au Texas, où on suppose qu'il va développer encore plus, on va dire, une incohétence avec les révolutionnaires. Donc, quand ces révolutionnaires, au cours de la Révolution, reprennent les armes à un autre moment en 1913, suite à l'assassinat du premier révolutionnaire de Madero, un des chefs révolutionnaires, qui s'appelle Álvaro Obregón, lui demande à Jesús Hermenegildo Abitia de venir avec lui, de rejoindre les troupes pour faire de la propagande visuelle pour le constitutionnalisme. C'était l'une des factions révolutionnaires, les constitutionnalistes, aux côtés des zapatistes, des villistes et encore d'autres factions. Il devient donc en quelque sorte un photographe officiel d'une faction révolutionnaire. C'est un cas assez unique. Il va réaliser des portraits d'Obregón, que vous voyez ici, dans la photographie en haut à gauche, au milieu. Des portraits d'Obregón, de son état-major et de ses campagnes, donc la campagne du Nord ou la campagne du Nord-Ouest, de Sonora à Guadalajara, qui va être documentée et diffusée à travers 250 cartes postales que Abitia va éditer. Donc il y a un vrai commerce aussi qui se met en place pour certains photographes, un vrai commerce et un commerce qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, de ces photographies de la Révolution mexicaine. Donc, Miguel Ángel Berumen, en travaillant donc sur ce photographe, précise un petit peu le changement de pratique qui est intéressant. Et je vais vous citer ce qu'il en dit dans le livre donc México, Fotografía y Revolución. Il parle donc des images de Abitia. Dans ces images, le style pictorialiste caractéristique du travail antérieur du photographe avait disparu. La transformation se devait en partie aux prises de vue en plein air, avec des murs en ruine ou des wagons comme arrière-plan au lieu des décors de l'atelier et à la présence d'objets prosaïques. Mais elle se devait surtout à l'incorporation d'un ensemble de nouveaux sujets. Dans son magasin Atelier d'Hermosillo, il photographiait des membres des classes moyennes et hautes urbaines qui mettaient leurs plus beaux habits afin de se faire tirer le portrait à titre privé. Maintenant, il photographiait de simples soldats, des paysans, des infirmières, des musiciens et d'autres personnes appartenant aux classes pauvres et rurales avec leurs uniformes et leurs vêtements de lutte et de travail. De plus, ces photographies qui démontraient leur fierté d'appartenir à un mouvement social n'étaient pas destinées uniquement à un cercle privé, mais avaient vocation à circuler publiquement. Donc, on est vraiment dans cette idée de l'irruption visuelle, qui est donc mon deuxième point, de l'irruption visuelle du peuple en armes et l'idée de comprendre comment, en fait, cette imagerie, qui était inexistante jusqu'en 1910, ce n'était pas une iconographie à laquelle s'intéressaient les photographes, hormis la photographie de types, les types mexicains, donc soit à cause des métiers, soit à cause des vêtements traditionnels qu'ils portaient. Donc, ils photographiaient soit le vendeur d'eau, le vendeur de bois, le vendeur de mezcal, le vendeur de etc. Soit ils photographiaient les différentes ethnies indigènes pour leurs habits traditionnels. Mais il n'y avait
pas un intérêt qui s'est développé par la suite dans la photographie mexicaine au cours du XXe siècle pour le monde rural, pour les paysans, voire pour les communautés indigènes. On n'en était pas du tout là en 1910. Donc il y a une vraie irruption. Donc c'est une expression, peuple en armes, c'est une expression qui a été beaucoup utilisée par la presse pendant les 10 années de la Révolution. Elle est associée à un autre terme qui est le terme de la bola, qui veut dire littéralement la boule, et qu'on pourrait penser comme une pelote de laine un peu, et qui fait référence aux différentes troupes révolutionnaires, toutes plus disparates les unes que les autres. Vous allez le voir brièvement sur les quelques photographies que je vais montrer, parce que la bola, en fait, c'est cette armée révolutionnaire constituée de factions différentes qui n'ont pas d'uniforme, qui n'ont pas d'argent, qui ont un armement assez précaire et qui donc viennent travailler avec ce que disait Bellumen, leurs vêtements de lutte et de travail. C'est-à-dire ils viennent en habits de paysans en général, voire d'ouvriers, mais c'était quand même globalement une armée plus rurale qu'urbaine. Et ils font irruption à la fois partout, dans les villes qu'ils vont occuper, dans les champs de bataille, mais ils vont faire irruption aussi dans les pages de la presse illustrée, et notamment dans ces pages de papier glacé de revues bourgeoises. Donc, avant de pouvoir considérer ces images comme des images de la résistance, je pense qu'on peut les considérer en quelque sorte comme des images de l'impertinence, c'est-à-dire qu'elles viennent bousculer une tradition journalistique et photographique qui était solidement établie depuis la fin du XIXe siècle. Et elle va bousculer les photographes et elle va bousculer en fait cette sphère médiatique. Donc, pour illustrer cette irruption, je me suis concentrée sur les photographies d'une seule revue illustrée. J'en ai travaillé plusieurs, mais d'une seule revue illustrée pour essayer d'avoir une continuité dans ces pages-là, La Semana Ilustrada. Une revue proche du dictateur que vous avez donc ici en couverture, Porfirio Díaz. C'était une revue qui était publiée depuis la fin du XIXe siècle, qui avait suivi la dictature de façon très naturelle, on va dire, de façon hebdomadaire, qui publie donc en septembre 1910. Comme je vous l'ai dit, c'est le mois des 80 ans de Porfirio Díaz et aussi du centenaire de la révolution, de l'indépendance, du Mexique. Et vous avez cette photographie qui est célébrissime de ce dictateur posant sous ce que vous peut-être identifiez, qui est donc le calendrier aztèque, qui est sur tous les t-shirts des touristes qui vont à Mexico. Et donc là, c'est la Piedra del Sol, ce calendrier aztèque qui est aujourd'hui donc au musée d'anthropologie et d'histoire, qui était à l'époque au Museo Nacional, et où il y a une sorte de lien qui est fait entre ce passé précolombien et le dictateur. On pourrait parler très longtemps de cette photographie. Et cette revue relaye aussi donc les festivités associées à l'indépendance du Mexique, puisqu'il y a eu donc des semaines et des semaines de festivités dans la capitale et dans toutes les capitales d'État. Le Mexique est un État fédéral. Et donc là, par exemple, les illuminations nocturnes des fêtes patriotiques. Donc tout est à l'avenant dans ces revues, depuis des dizaines d'années. Tout est à l'avenant. On est sur ce registre photographique et ce registre aussi discursif proche du pouvoir. Et puis, tout d'un coup, arrive la Révolution, donc date officielle de la Révolution, du début de la Révolution, 20 novembre 1910. Et on va retrouver ce type d'images qui vont, alors là, peupler les revues illustrées. Les revues illustrées vont vraiment, ne vont pas du tout nier l'existence de cette guerre. Au contraire, elles vont vraiment reléguer à la portion congrue tout ce qu'elles couvraient avant. Donc voilà, tout ce qui est mondanité, faits divers, va devenir vraiment la portion congrue, et le gros de toutes les publications va être consacré à la Révolution mexicaine semaine après semaine, avec une imagerie qui est vraiment différente de ce qui avait été fait jusque-là. Donc, font irruption la mort, les blessés et les morts. Donc, c'est aussi pour les raisons, vous avez vu les appareils photos qu'avaient les photographes sur le portrait de groupe que je vous ai montré, des chambres noires sur trépied, donc un matériel pas encore très mobile. Donc, on photographie beaucoup l'avant et l'après des combats, comme c'est le cas dans les autres imageries de guerre de cette période-là. Et on va avoir donc l'irruption de blessés et de morts, donc des cadavres sur la photographie de gauche, des blessés dans un hôpital, la photographie de droite, et puis des troupes révolutionnaires. Donc en haut à droite, c'est Pascual Orozco, c'est un chef de guerre qui a combattu aux côtés de Madero. Et ce sont des personnages qui viennent, donc, comme je disais, avec leurs vêtements de civils, qui ne sont pas donc des militaires, et qui sont pour la plupart de classe vraiment populaire. Il y a une éruption aussi de la ruralité. Donc là, c'est un champ de bataille près de Chihuahua. Selon la légende, ce serait des soldats qui vont rechercher des corps. Bon, ça, c'est difficile à vérifier. En tout cas, ce sont des troupes
Et ça m'intéressait de montrer cette photographie de paysage parce que la ruralité va faire irruption différemment. Les images de paysage sont très présentes en 1910, avant 1910, mais sur le côté pittoresque. Donc, les volcans, les cactus, toute cette imagerie qui persiste encore aujourd'hui, qui a été vraiment soutenue en quelque sorte par les peintres, mais qui était reprise par les photographes, notamment un photographe d'origine allemande, Hugo Breme, qui a publié un album, et l'album Pintoresco Nacional, qui montrait ce paysage, mais sur un côté de symbole, on va dire, lié à la nation mexicaine. Et là, la ruralité est associée à la guerre. Des paysages donc de ruines et destructions matérielles suite aux batailles. Et puis, ce portrait de cette bola, donc de ces troupes révolutionnaires. Donc, vous avez quand même là des photographies de deux des plus grands révolutionnaires mexicains avec leur sorte d'état-major. Donc, Francisco Madero sur la photographie du haut, entouré de son état-major, et sur la photographie du bas, Pancho Villa au milieu avec sa garde rapprochée de la division du Nord. Donc, vous pouvez apprécier assez rapidement et facilement une sorte de décontraction dans ce portrait, d'absence de hiérarchie militaire, d'uniforme militaire, enfin, etc. Autre petit exemple, je vais assez vite pour finir à temps. Voilà, il y a aussi une mise en valeur du soldat, du simple soldat, ce qu'on a appelé au Mexique El Juan, donc le Jean, Juan qui est le prénom le plus répandu. Et il y a une mise en valeur dans ces pages aussi donc, de cette simplicité de ce personnage qui s'engage en fait pour la cause révolutionnaire. Alors, dans les pages, les photographes le mettent en valeur et ça va surtout être mis en valeur après la Révolution. Mais ce sont des photographies qui arrivent pendant la Révolution et qui vont permettre d'installer en quelque sorte cette figure qui sera ensuite réutilisée et institutionnalisée pour légitimer des gouvernements qui vont s'appuyer sur les valeurs de la Révolution après 1920. Donc, ces quelques pages de la Semana Ilustrada entre le mois de décembre 1910 et le mois de mai 1911, parce que là, on est vraiment sur les débuts de la Révolution, donc vraiment sur cette irruption, illustrent clairement cette idée d'impertinence, puisque le chaos que les revues vont attribuer aux révolutionnaires, puisque ce sont des revues globalement proches du pouvoir, donc on voit le chaos, on voit des hommes des classes plus pauvres, on voit la mort qui prennent place au milieu donc, des photographies d'hommes et de femmes de la bourgeoisie urbaine. Et sans que nous puissions encore parler de stratégie visuelle, sans que nous puissions parler de préméditation véritablement, sans prévenir en quelque sorte, l'action des révolutionnaires de la première heure va venir bouleverser l'ordre établi sur les terrains et dans l'espace médiatique. Et comme le conflit ne touche pas encore à cette époque-là la capitale du pays, qui ne va être touchée qu'en 1913, les photographies qui, elles, voyagent donc plus facilement que l'armée fédérale ou les révolutionnaires vont être les premiers vecteurs de matérialisation de la guerre civile pour les habitants de Mexico. Alors, pour finir, je voudrais parler un petit peu des stratégies photographiques différentes selon les chefs de file. Donc, il y a 5 principaux chefs de file révolutionnaires. Donc Francisco Madero, Venustiano Carranza et Álvaro Obregón, qui appartiennent, eux, à la bourgeoisie aisée des États du nord du Mexique et qui vont devenir tour à tour présidents de la République à différents moments de la Révolution et de la post-révolution. Donc pour eux, pour ces 3-là, leur rôle de chef militaire, puis surtout ensuite leur fonction présidentielle, va leur assurer une couverture médiatique assez intense. Et même s'ils vont faire évoluer le portrait politique, ça c'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que j'ai analysé, mais que je ne vais pas faire aujourd'hui. Mais il y a une évolution très intéressante du portrait politique dans l'idée de faire changer les choses aussi et de refuser un protocole de bienséance, mais aussi de refuser un protocole établi qui participe donc de ce changement des mœurs au Mexique. Mais il m'a semblé plus intéressant pour aujourd'hui d'analyser les stratégies médiatiques, que vous allez voir sont plus ou moins volontaires, des 2 chefs de file que vous connaissez tous, donc Emiliano Zapata et Pancho Villa, mais qui surtout ne sont pas issus de la bourgeoisie et n'ont pas d'aspiration politique. Ils se rejoignent sur ces points-là, c'est-à-dire qu'ils portent des valeurs. Ils viennent, Pancho Villa, il vient du banditisme aussi, en quelque sorte. Emiliano Zapata, il vient vraiment de la ruralité, du monde rural et paysan, et ils ne veulent pas devenir président de la République. Ça ne fait vraiment pas partie ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Ça ne fait pas partie de leurs aspirations. Donc, sur l'image d'Emiliano Zapata, donc le livre d'Ariel Arnal, que je n'ai pas cité tout à l'heure, est un incontournable. Donc, Attila de Tinta y Plata, Emiliano Zapata a été surnommé l'Attila du Sud. On a très peu de portraits de Zapata. Il y en a
moins d'une vingtaine. Donc, c'est vraiment un petit corpus photographique. Et surtout, dans la presse de ces années-là, il y avait une méfiance médiatique, voire une dénonciation autour de Zapata et des zapatistes. Et ça a duré jusqu'à son assassinat en 1919. Donc, il n'y a vraiment pas eu de presse qui soutenait le zapatisme pendant la Révolution mexicaine. Je pense que c'est important de le souligner parce qu'on a tous l'impression que Zapata est un héros au Mexique depuis le début. En tout cas, il ne l'était pas pour la presse. Il l'était bien évidemment pour les rangs zapatistes, enfin qui ont tout de suite adulé ce personnage, qui a tout de suite pris cette importance, mais la presse a été vraiment violente, critique envers ce chef révolutionnaire, en publiant par exemple un portrait au milieu de ruines pour bien montrer que le responsable du chaos et de la destruction, c'était lui et pas l'armée fédérale. Donc, le portrait que vous connaissez le mieux, sans doute, qui est ce portrait-là, a été très peu publié pendant la Révolution, extrêmement réutilisé dans la post-révolution et jusqu'à aujourd'hui. Il est attribué à Hugo Breme, ce photographe de paysage dont je vous ai parlé avant par Ariel Arnal. Et donc là, c'est un portrait intéressant où il essaye de mêler différentes figures mexicaines. Donc la figure du rural, qui est cette police rurale montée, la figure du Catrín, qui est la personne qui est tirée à quatre épingles, et puis aussi la figure du charro, que l'on voit sur ce portrait équestre, donc celui qui s'adonne au sport équestre, en fait, et où il y a tout un habillement, voilà, des usages vestimentaires très connotés avec ce chapeau donc mexicain, mais brodé, enfin. Voilà, il faudrait rentrer un petit peu dans les détails pour expliquer la combinaison de ces différentes figures et qui montre que c'est un personnage qui a quand même une hiérarchie dans les zapatistes, puisqu'il n'est pas en habit de paysan, il est vraiment en habit de personne qui a quand même les moyens de s'habiller autrement. Il n'est pas un uniforme militaire, mais il a quand même les moyens de s'habiller autrement. Donc, c'est lui le général zapatiste. Et brièvement, on voit que la presse post-1920 va commencer donc à aider à la mythification de ce personnage. Par exemple, ici, elle le montre dans ce surnom qui lui a été donné, Emiliano Zapata, le père de l'agrarisme, donc de la réforme agraire, qui était l'une des grandes demandes de la Révolution, la restitution de la terre aux paysans, à ceux qui la travaillent. De là viennent aussi les revendications de la guerre civile espagnole, enfin, etc. Et ici, la presse l'insère dans une lignée, en fait. Donc, Morelos, leader indépendantiste, Zapata et Cárdenas, qui est un président de 1940, qui est celui qui a le plus mis en œuvre la révolution agraire au Mexique. Je vais passer pour finir sur Francisco Villa, donc ce deuxième chef révolutionnaire, qui lui, au contraire, a une vraie stratégie médiatique. Il y a une abondance d'images, surtout à partir de 1913. Et cette abondance médiatique se doit à la fois à son charisme. Voilà, c'est un personnage qui avait un grand charisme et qui avait une sorte de bonhomie aussi sur la photographie. Et puis, il a suscité vraiment une véritable fascination de l'autre côté de la frontière, enfin, à l'intérieur des frontières mexicaines et de l'autre côté des frontières mexicaines. Et il a même signé donc un contrat avec la Mutual Film Corporation, qui l'a rendu très célèbre et qui a favorisé la médiatisation de son image. Et par exemple, cette photographie qui est la plus célèbre de Pancho Villa a été prise par John Davidson Whelan dans le cadre de ce contrat avec la Mutual Film. Donc, là, c'était pour vous montrer la bonhomie de Pancho Villa. Cette photographie, par exemple, si on étudie, j'ai fait le travail et d'autres aussi l'ont fait de suivre en fait la publication de cette photographie. Là, c'est dans la presse internationale. Elle a été publiée à de nombreuses reprises, que ce soit au Mexique, aux États-Unis, en Espagne. Donc, Mondográfico la Ilustración Artística en Espagne, encore une fois, avec des recadrages éventuellement, dans le Miroir en France, le Berliner Illustrated Zeitung, au Royaume-Uni, dont j'ai vu en France, etc., etc., etc. Alors, pour finir, je finis sur cette photographie, qui est donc la seule photographie. Il y a plusieurs versions de ce moment-là, mais il y a moins de 10 photographies qui réunissent Emiliano Zapata et Pancho Villa, qui me semblent montrer les stratégies visuelles différentes. Donc, on a Pancho Villa au milieu sur cette chaise présidentielle qui ressemble à un trône. Donc, c'est les révolutionnaires dans l'espace par excellence du pouvoir qui était dictatorial, donc le palais national. On a les deux révolutionnaires réunis. Et donc, on a cette sorte d'austérité du portrait d'Emiliano Zapata qui était présente sur la presque totalité de ses portraits, et au contraire de la bonhomie de Pancho Villa. Et ça réunit donc deux stratégies médiatiques tout à fait différentes, mais qui vont finalement avoir le même succès
post-révolutionnaire, puisque les deux vont vraiment avoir une destinée, on va dire, visuelle hors du commun au Mexique, mais aussi hors des frontières du Mexique. Donc, en conclusion, il y a eu, à la fin de la Révolution, les différents gouvernements donc, qui se sont tous revendiqués de la Révolution mexicaine, hein, avec ce parti révolutionnaire institutionnel, ont beaucoup aussi joué un rôle dans l'impulsion artistique autour des valeurs de la Révolution inscrites dans la Constitution de 1917. Et ces gouvernements ont eu un rôle dans la mise en place d'une sorte de propagande artistique d'État qui va s'appuyer dans les arts visuels sur le corpus photographique issu de la Révolution, et notamment sur 4 figures principales, donc les 2 que vous voyez à l'écran, Zapata et Villa, et puis le Juan, ce simple soldat, là, et la soldadera, qui est aussi la femme soldat et la femme du soldat qui accompagnait tous les convois révolutionnaires. Et donc, parallèlement, de nombreux mouvements politiques et sociaux vont s'emparer de cette iconographie tout au long du XXe siècle, comme vous le savez. Donc là, je vous donne un seul exemple, qui est un peintre mexicano-canadien, Arnold Belkin, qui reprend vraiment, lui, des photographies, clairement, et on est en 78 et 79, donc c'est quand même tardivement par rapport à la Révolution. Il y a eu énormément de choses faites en 20 et 30, Rivera en particulier, je n'ai pas le temps de m'attarder. Mais on voit que voilà, ces photographies sont encore très présentes et jouent encore vraiment un rôle prégnant dans les arts visuels à la fin du XXe siècle. Et c'est là où, quelque part, je re-questionne ce corpus en me disant, voilà, peut-on encore parler d'images de la résistance quand elles ont véritablement été institutionnalisées par un gouvernement qui était quand même à caractère dictatorial? Ou alors, à quel moment, est-ce qu'on pourrait situer un moment pendant lequel ces photographies cessent d'être des images de la résistance? Je vous laisse sur cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marion pour cette présentation très claire et dans un timing absolument parfait. Je sais que c'est un petit peu frustrant, mais pour rattraper l'immense retard qu'on a pris tout au long de la matinée, je vous propose dès à présent d'accueillir la communication suivante et puis on retrouvera Marion juste ensuite pour un temps de questions. Pour ne pas perdre de temps, j'en profite pour présenter justement Mathieu. Est-ce qu'on dit Mathieu Corp ou Mathieu Cor? On dit le P, Mathieu Corp, pardon. Mathieu Corp est maître de conférences en art visuel à Aix-Marseille Université depuis septembre 2020. Il est membre du Centre aixois d'études romanes, donc le CAER, équipe d'accueil 854, et enseigne auprès du département d'études hispaniques et latino-américaines. Il est l'auteur d'une thèse en sciences de l'information et de la communication soutenue en 2015, mais aussi d'articles consacrés à la photographie contemporaine latino-américaine. De façon générale, ces recherches portent notamment sur les relations entre art et histoire dans les arts visuels latino-américains contemporains. Et la proposition d'intervention de Mathieu aujourd'hui s'intitule « Faire image, l'iconoclasme comme stratégie visuelle de résistance ». Merci. Je suis ravi de présenter ce travail. Bon, il y a une continuité avec Marion, ne serait-ce que sur l'espace latino-américain. Alors, d'abord, avant de rentrer à proprement parler, disons, dans la communication, dans la conférence, 2 choses à dire. Donc, on reste sur l'espace latino-américain, on va plus au sud. Je vais parler du Chili et dans la période contemporaine, puisqu'on va se situer sur les pratiques, les gestes iconoclastes qui ont été mis en œuvre durant ce qu'on a appelé l'estallido social chileno, c'est la mobilisation sociale qui est née en octobre 2019. Je vais parler un petit peu du contexte dans la conférence, donc je ne vais pas trop m'attarder pour l'instant, mais simplement une précision sur le fait que j'ai souhaité travailler sur l'iconoclasme à partir de... C'est une thématique qui m'intéressait suite à l'assassinat de George Floyd, où il y avait eu pas mal de manifestations un petit peu partout dans le monde, et une médiatisation de manifestations et de manifestants qui s'en prenaient à des statues, avec toujours cette image de destruction de statues, qui était finalement la représentation dominante de l'iconoclasme. Ça m'a interrogé, ça a suscité mon intérêt aussi en tant que pratique, mais aussi dans la façon dont c'était représenté dans les médias, et en particulier, d'une part, parce qu'on représentait uniquement les cas de destruction, et d'autre part aussi parce qu'il y avait une tendance, je trouve, à stigmatiser une violence des manifestants, même si il y avait une adhésion sur les causes
qui justifiait ou qui motivait en tout cas les manifestants dans le fait de déboulonner des statues. Merci. Et donc, à ce titre-là, j'avais envie de travailler dessus. J'ai eu ensuite, j'ai découvert le travail d'une artiste chilienne qui s'appelle Celeste Rojas Mujica, qui a conçu une archive visuelle de tous les gestes iconoclastes, tous, c'est pas exhaustif, mais perpétrés dans le contexte de l'estallido social chileno, donc de la mobilisation sociale qui a donné lieu à un processus constituant et à l'élection du président Gabriel Boric en décembre de l'année passée, décembre 2021, un président de gauche. Je vais parler de l'iconoclasme à la fois comme pratique dans le cadre des manifestations, comme une pratique qui s'en prend à des images, mais je l'étudie à travers cette archive visuelle qui fait quelque chose aussi aux images qui représentent l'iconoclasme. Donc, avec une double manière de travailler sur l'iconoclasme. J'espère que ça apparaîtra clairement. Et évidemment, parler aussi de ce que l'archive fait à ces images. Toutes les images que je vais présenter, hormis les 2 premières, sont issues de cette archive visuelle. Et toutes les légendes que j'indique c'est une copie des informations qu'on peut trouver du coup sur l'archive. Alors, peut-être partir d'un événement. Le 12 mars 2021, à Santiago du Chili, le Conseil des monuments nationaux s'est résolu à retirer de la Plaza Italia la statue équestre du général Baquedano, pour la protéger des occupations répétées depuis le début d'un mouvement social massif, donc, qui a débuté en octobre 2019. Je vous montre du coup 2 photos qui ne sont pas issues de l'inventaire, qui sont parues dans la presse et qui représentaient le moment dans une cérémonie martiale où la statue est retirée du monument. Rebaptisée Plaza de la Dignidad par les manifestants, cette place constitue l'épicentre vers lequel convergent toutes les manifestations de la capitale chilienne. Bien que le retrait de la statue ait été officiellement qualifié, je cite, de mesures préventives pour des travaux de restauration, au moment du retrait, une grande partie de la classe politique chilienne s'en est émue, dénonçant dans les médias, je cite, le triomphe de la violence des manifestants, du vandalisme et une défaite symbolique pour le gouvernement. Ces réactions témoignent de la lutte, à la fois concrète et symbolique, dont les signes visuels du pouvoir font l'objet dans un contexte insurrectionnel. Ils sont attaqués et offensés pour les valeurs et la représentation de l'histoire et de la nation qu'ils véhiculent, mais ils sont également utilisés pour produire un nouveau régime de visibilité afin de promouvoir, d'une part, les revendications portées par les manifestants, mais aussi de projeter dans l'espace public leurs aspirations et de leur donner une visibilité qui est prolongée et amplifiée par la mise en image des interventions sur les monuments. En ôtant la statue de la place, le pouvoir politique entend priver les manifestants de la capacité à produire des images, à faire image, comme le leur a permis l'occupation répétée, sans cesse renouvelée, du monument durant les multiples occurrences de la mobilisation. Les travaux de restauration, donc, ont autant pour but de restaurer l'intégrité de cette image du pouvoir que de rétablir son contrôle sur la production d'images dans l'espace public. Le mouvement social nommé Estallido Social Chileno a débuté le 7 octobre 2019 à la suite de la décision du gouvernement du président Sebastián Piñera d'augmenter le prix du ticket de métro dans la capitale Santiago. Rapidement, la mobilisation a pris beaucoup d'ampleur, élargissant ses revendications, fédérant différents secteurs de la société. Elle s'est traduite par de récurrentes et massives manifestations entre les mois d'octobre 2019 et de mars 2020, où la mobilisation s'est arrêtée au regard des mesures de restriction des libertés qui ont été prises pour faire face à la pandémie de Covid-19. La réponse du gouvernement a été particulièrement répressive. On compte sur l'ensemble des manifestations 31 morts, près de 12 000 arrestations et plus de 400 personnes éborgnées. Devant la pression sociale exercée par les manifestants, le pouvoir politique a concédé l'organisation d'un référendum pour l'ouverture d'un processus constitutionnel. Il faut savoir que la constitution en cours, puisque la nouvelle n'a pas encore été votée, elle sera soumise à un référendum le 4 septembre prochain. La constitution en cours est issue de la dictature de Pinochet, elle date de 1980. Ce référendum pour l'ouverture d'un processus constitutionnel a été plébiscité par près de 80% des Chiliens le 25 octobre 2020. C'est dans ce contexte de révolte que de nombreuses statues et monuments publics ont été pris à partie, pris pour cible dans tout le pays. Alors, je reviens sur la notion, sur le concept d'iconoclasme. L'iconoclasme désigne au sens originel la seule destruction de statues, d'images, qui étaient devenues des objets de culte, des représentations de la divinité, donc des images religieuses, mais le sens du terme s'est élargi et laïcisé pour désigner aujourd'hui toute
altération intentionnelle d'une image. L'artiste chilienne Celeste Rojas Mujica a produit une archive visuelle des gestes iconoclastes mis en œuvre durant la mobilisation. Cette archive est médiatisée par un site internet qui porte ce nom, Inventario Iconoclasta de la Insurrección Chilena, et l'archive comprend plus de 2000 photographies en noir et blanc, dont 600 environ sont exposées sur le site. L'archive est constituée d'une seule page, sans autre indication graphique que son titre. Alors, j'avais une vidéo, mais elle ne fonctionne pas bien, mais là, je vous montre une capture d'écran d'une vue du site internet. Toutes les images que l'archive comprend ont été produites et diffusées par les manifestants sur les réseaux sociaux. Aucune de ces images n'a été prise par l'artiste elle-même. À l'aide d'une centaine de hashtags qui ont émergé sur ces réseaux sociaux pendant les manifestations et qui ont contribué à la circulation des images, l'artiste a identifié et prélevé celles qui représentaient des gestes iconoclastes pour constituer l'archive donc à la manière d'une collection. Cette archive rend compte de la diversité et de l'hétérogénéité donc des stratégies iconoclastes mises en œuvre par les manifestants. L'analyse des images permet d'en établir une typologie qui comprend 3 catégories d'intervention. La plus spectaculaire et la plus médiatisée est constituée par la destruction des statues, mais elle est finalement très peu représentée, comme je vais en parler. En mettant l'image à terre, c'est la destruction d'un ordre qui est représenté sous la forme d'une image. Une autre catégorie est constituée par les gestes iconoclastes qui dégradent ou défigurent la statue, défaisant son intégrité, par la projection de peinture, le bâillonnement, le travestissement, mais aussi par la mutilation ou la décapitation. Dans ces cas de figure, la statue est défigurée ou mutilée pour exprimer le rejet des valeurs qu'elle médiatise, pour déconstruire son caractère édifiant et monumental, ou au contraire parfois, on va le voir, pour donner à voir la répression dont sont victimes les manifestants. L'image est alors investie de la capacité à représenter autre chose que ce pourquoi elle a été initialement édifiée. Enfin, très souvent, c'est la catégorie la plus représentée. Il ne s'agit pas de détruire ou de défigurer l'image, mais de la dissimuler, de la faire provisoirement disparaître, afin d'utiliser son piédestal comme espace de projection et de visibilité reconquis, depuis lequel médiatiser les revendications des manifestants, mais aussi inscrire leurs aspirations dans de nouvelles figures, édifiées pour l'occasion. Alors, l'Inventario Iconoclasta ne se contente pas de mettre à disposition les photographies, qui sont publiées sans indication de date ou d'auteur. L'archive a été ouverte 2 mois après le début de la mobilisation, donc elle a accompagné la mobilisation, elle s'est nourrie, elle s'est alimentée de la mobilisation. La forme de l'archive est demeurée provisoire, instable, car l'introduction récurrente de nouvelles images a conduit à modifier la disposition de l'ensemble sur le site internet. L'archive a la forme d'un rhizome. Donc, je vous montre une prise de vue du 20 mars 2021, puis une autre un an plus tard. Image d'une prolifération multidirectionnelle, d'un développement qui n'obéit pas à un plan préétabli, à l'instar du mouvement social et de la circulation des images sur les réseaux sociaux. L'intervention de l'artiste est néanmoins ponctuellement perceptible, à la faveur de certains rapprochements d'images d'un même monument, photographiées à différents moments, produisant ainsi un effet de démultiplication des points de vue. L'absence d'information quant à la date de production des images exclut la possibilité de retracer la chronologie des événements. Le foisonnement des photographies, la manière dont elles se superposent, s'enchevêtrent parfois, génère aussi une image de la mobilisation depuis la forme même de l'archive. L'inventaire iconoclaste produit donc une image au présent de la mobilisation comme déferlement d'une puissance collective productrice de gestes qui, dans la répétition et la variation, compose une dramaturgie de la révolte avec, bien sûr, ces figures canoniques réactualisées, telles que le poing levé ou le drapeau brandi à bout de bras, par exemple, pour les plus connus et les plus peut-être internationales. Dans la lutte dont font l'objet les signes du pouvoir, la répétition et la variation des gestes iconoclastes constituent une stratégie visuelle de résistance. Elles permettent d'ancrer la mobilisation dans la durée, alimentant la visibilité de la révolte et de ses revendications à travers l'accumulation de traces laissées dans l'espace public, ainsi qu'au moyen des images que ces gestes engendrent et que les médias relaient et qui circulent également sur les réseaux sociaux. Dans ce jeu de lutte et d'occupation, le pouvoir, en s'appliquant à nettoyer les statues, à effacer les traces des altérations, s'efforce de restaurer l'intégrité de son image, qui est également l'image de sa capacité de maintien de l'ordre. Alors, pour qualifier ce que l'Inventario Iconoclasta documente, j'ai choisi d'utiliser l'expression geste iconoclaste
puisqu'il s'agit de photographies qui sont produites par les manifestants, dont les corps sont le plus souvent présents à l'image, et rarement de traces des altérations qui seraient enregistrées a posteriori. Le terme geste implique un ou plusieurs corps. Le geste n'est pas simple mouvement, il est porteur de signification et il permet d'appréhender le déroulement de l'action et la théâtralité qui la caractérise. Je préférais ce terme notamment au terme acte, qui est utilisé par le vocabulaire juridique. L'iconoclasme fait partie de la catégorie des actes de vandalisme. Mais ce terme acte considère plutôt le résultat de l'action que le moment où il intervient et le contexte dans lequel il intervient. Debout sur les statues, au pied de celles-ci ou en train de les escalader, les manifestants conquièrent une visibilité en se hissant sur les piédestaux des monuments ou sur les statues elles-mêmes. Dans ce contexte, l'iconoclasme apparaît d'abord comme une pratique collective qui agit comme un moment fédérateur et fondateur avec une dynamique de rassemblement populaire qui procède aussi de la fête, de la communion, de l'être ensemble, de la liesse et parfois également de la solennité. Souvent, dans les images de l'archive, c'est moins la transformation ou l'altération de la statue qui apparaît que la manière dont elle offre à une poignée de manifestants un piédestal pour exprimer leur joie, par exemple, au soir de l'annonce des résultats du référendum qui ont conduit à l'ouverture du processus constitutionnel. Alors, cet usage des monuments signale que l'un des destinataires des gestes iconoclastes est constitué par les manifestants eux-mêmes et que l'espace surplombant permet de galvaniser la multitude en médiatisant en même temps les revendications. L'iconoclasme force au spectaculaire, encourage la mise en image qui prolonge et amplifie l'événement auquel il sert de mode d'amplification. Donc, dans cet acte de communication, les destinataires embrassent alors un public bien plus large, évidemment en particulier lorsque les médias relaient, mettent en image et puis diffusent ces gestes, poussant la classe politique à les commenter et par conséquent à reconnaître la conflictualité dont l'espace public est investi. Mais cette mise en image est également le fait des manifestants eux-mêmes qui photographient et se photographient, puis relaient l'image sur les réseaux sociaux. Par sa capacité à faire image à partir d'une image préexistante, les gestes iconoclastes déterminent, ne serait-ce que partiellement, les conditions de visibilité de la mobilisation. Alors, comme on peut le distinguer très souvent dans l'archive, la statuaire disparaît en tant que figure, partiellement ou complètement, et elle sert alors de structure que les manifestants investissent pour y dresser provisoirement leur propre statuaire. Depuis la hauteur du monument, différents signes sont exhibés, qui sont répétés au fur et à mesure de la mobilisation, avec des variations, et qui produisent un nouveau régime de visibilité. En quelque sorte, la communauté apparaît à elle-même et se constitue en tant que communauté à travers la diffusion, la répétition, la variation de ces signes. Alors, divers mécanismes participent de la création de ce sentiment d'être ensemble, de communauté, d'apparaître en commun. La critique et le rejet de certaines figures, la reconnaissance mutuelle par une expérience partagée d'occupation de l'espace public et le faire en commun à travers des gestes qui sont répétés. La critique, on la distingue par exemple par la dénonciation, la caricature de personnages publics. Ici, c'est le cas du président Sébastien Piñera. Les 400 cas de mutilation oculaire ont élevé l'œil au statut de symbole de la répression, mais aussi symbole du réveil du peuple, puisqu'une des consignes du mouvement social, ça a été Chile despertó, le Chili s'est réveillé, et avec une répétition et une variation autour du motif de l'œil, fréquemment employé et projeté également sur certaines statues pour simuler leur éborgnement. En mettant en scène l'éborgnement des statues, il s'agit de représenter donc et dénoncer la répression du mouvement social, tout en rendant en quelque sorte hommage aux victimes et en dénonçant le fait qu'il n'y ait pas une statuaire qui représente aussi les manifestants. En tout cas, les manifestants ne se sentent pas représentés par la statuaire publique. Alors, les monuments servent également de piédestaux pour diffuser d'autres symboles qui renvoient aux différentes revendications qui ont convergé durant la mobilisation. On les distingue ponctuellement au sein de l'archive, par exemple à travers l'utilisation du drapeau du peuple mapuche et du guñelve, l'étoile à 8 pointes, qui est un symbole de l'iconographie mapuche, un signe de lutte pour la reconnaissance du caractère plurinational de l'État chilien. On la distingue aussi à travers le foulard vert, pour le droit à l'avortement, très utilisé donc, dans le contexte argentin, mais aussi dans toute l'Amérique latine, ou simplement de la lecture de pancartes, ici en référence à la question des
de la retraite et des pensions, de banderoles, etc. Ces différents symboles vont trouver dans la statuaire publique une tribune pour gagner davantage de visibilité, à la fois pendant, mais aussi après les manifestations. Alors, si les symboles exhibés par les manifestants dans le contexte chilien renvoient aux demandes de groupes hétérogènes qui se sont exprimés au cours de mobilisations antérieures, entre 2010 et 2020, ces groupes ont cohabité et convergé durant la révolte chilienne, moyennant une remise en question générale du système politique et de ses fondements idéologiques, d'où le changement de constitution réclamé par les manifestants, et comme en témoigne ici, par exemple, la citation d'un poète chilien, José Ángel Cuevas, projeté autour du monument au général Baquedano, destruire en nuestro corazón la lógica del sistema, détruire dans notre cœur la logique du système. Alors, si les statues et les monuments fournissent un piédestal pour mettre en image la mobilisation et ses revendications, ils sont d'abord attaqués parce qu'ils constituent des émanations du pouvoir. Et je cite ici Emmanuel Furex, qui a travaillé beaucoup sur l'iconoclasme. Dans le temps incertain où la révolution ne se nomme pas encore comme telle, mais où tout semble possible, les signes visuels du pouvoir deviennent sursignifiés. On entre alors dans un régime de souveraineté disponible. D'intangible, le signe du pouvoir devient disponible, manipulable, destructible. C'est le moment où, par le geste iconoclaste, peuvent se jouer des appropriations de souveraineté. Les photographies de l'Inventario Iconoclasta montrent très souvent les manifestants exerçant une domination physique sur les statues. Ces occupations provisoires et spectaculaires mettent symboliquement en scène la possibilité de renverser le pouvoir. En se plaçant au-dessus de la statue, debout très souvent, les manifestants inversent le rapport de force établi par son caractère monumental et surplombant et la position de la personne qui le regarde habituellement depuis le pied du monument. Hissés sur les statues, les manifestants outragent et désacralisent l'image du pouvoir. Dans l'archive, la majorité des photographies exposées ont été prises au pied des monuments. Elles montrent donc en contre-plongée d'autres manifestants hissés sur les monuments, accentuant par la photographie l'effet de domination physique. Les efforts déployés pour se hisser sur les monuments apparaissent comme des efforts de conquête symbolique du pouvoir et conquête réelle de visibilité. Le passage au noir et blanc de toutes les photographies prélevées par l'artiste sur les réseaux sociaux unifie les motifs qui y apparaissent et réduit ainsi le contraste entre statues et manifestants. Des contrastes plutôt que les couleurs auraient mis en évidence entre les vêtements et les matériaux de la statuaire. De plus, l'instantanéité fige les gestes, si bien que dans certaines photographies, les corps semblent parfois appartenir à la statuaire. L'effet est encore accentué dans certaines images où les valeurs lumineuses ont été inversées pour les donner à voir en négatif. Au sein de l'Inventario Iconoclasta, les photographies représentant la destruction d'une statue ou d'un monument sont finalement assez rares. Parmi les centaines d'images que documentent les gestes iconoclastes mis en œuvre durant la mobilisation. Donc, d'où cette hypothèse, cette idée que le caractère exceptionnel des destructions semble montrer que l'appropriation provisoire, mais sans cesse renouvelée, des monuments confère davantage de visibilité à la mobilisation et aux revendications qui y sont exprimées que n'en génère la liquidation des statues. La prise de possession des images du pouvoir et la production de contre-images qu'elles suscitent signalent la détermination des manifestants et campent cette détermination dans la durée. Alors, lorsque les statues sont détruites ou mutilées, il faut signaler d'abord que l'image produite ne peut pas être répétée. Cependant, la mise en scène de la destruction et les différentes étapes qui l'accompagnent engendrent également une image particulièrement vive et spectaculaire. Ici, je prends cet exemple de la statue de Pedro de Valdivia, donc un conquistador espagnol, qui était situé sur la Plaza de la Independencia dans la ville de Concepción, qui a été mise à terre le 14 novembre 2019. Une statue qui avait été offerte par l'Espagne franquiste en 1950 pour célébrer les 400 ans de la fondation de la ville de Concepción par le conquistador espagnol Pedro de Valdivia. Les photographies de l'archive documentent la chute de la statue dans un effort collectif. Tombée de son piédestal, la statue est piétinée, traînée et exhibée triomphalement. La destruction est menée à la manière d'un lynchage populaire. Alors, dans la destruction des statues de conquistadors, c'est le colonialisme qui est dénoncé et ses conséquences, en particulier sur les populations indiennes.
je prends un autre exemple, à Calacautín, une ville de la région d'Araucanie, dans le sud du Chili, la région qui est le territoire des communautés mapuches, lorsqu'une statue de Bernardo Higgins, un héros de l'indépendance du Chili, a été détruite, les manifestants étaient vêtus du poncho traditionnel de ces communautés. Donc, ces destructions constituent une revanche symbolique prise sur une histoire qui a conduit à l'asservissement et à la mort de millions d'Indiens. En témoigne, par exemple, la décapitation de la statue du militaire chilien Dagoberto Godoy, qui a fait l'objet d'une mise en scène anachronique, puisque ce militaire, Dagoberto Godoy, a vécu durant la première moitié du XXe siècle et sa tête, la tête de la statue, a été suspendue par les manifestants à la main d'une autre statue, celle de Caupolicán, qui représente un cacique mapuche du XVIe siècle, qui avait mené la résistance contre les conquistadors espagnols. Donc la scène produite rejoue dans le présent et depuis le champ symbolique des images, la lutte des peuples autochtones contre les colons européens. Alors, d'aucuns souhaiteraient cantonner ces destructions à l'expression revancharde d'une colère accumulée, reléguée à l'espace privé ou communautaire trop longtemps. Mais le contexte dans lequel elles sont menées montre que la signification de ces destructions ne s'épuise pas dans la fonction cathartique qu'elles semblent remplir pour les manifestants, ni dans l'expression d'une demande de réparation, de reconnaissance publique d'une part, et de réparation en mémoire des crimes du passé colonial. Non, ces destructions remplissent une fonction critique qui est située dans le présent. En l'occurrence, la destruction de la statue de Pedro de Valdivia Concepción est intervenue dans le cadre d'une manifestation organisée pour commémorer la mort de Camilo Catrillanca, un jeune Mapuche tué en 2018, en novembre 2018, donc un an avant, d'une balle dans la nuque, assassiné par la police, et dont le portrait est devenu iconique et fréquemment utilisé durant les manifestations. Il y a une place qui a été rebaptisée en son nom, on trouve son portrait utilisé à de nombreuses reprises. Son assassinat, enfin les conditions de son assassinat constituent pour les manifestants le symptôme d'une persistance dans l'histoire nationale et dans l'actualité de la violence coloniale et de l'idéologie raciste dont elle procède. J'ai consacré un article à cette question de la matrice coloniale, de sa persistance dans le présent, qu'on peut voir en étudiant les figures historiques qui ont été détruites en particulier. Donc, destruction, mutilation, pendaison, décapitation. Les violences exercées sur les statues mettent en scène le renversement d'un discours édifiant, dominant et colonial qui repose sur un héritage racial hispanique. Mais l'Inventario Iconoclasta de l'Insurrección Chilena présente également d'autres images qui témoignent d'une autre forme d'iconoclasme, un iconoclasme qui transforme, qui rebaptise, qui subvertit, qui recrée une statuaire. J'ai oublié celle-ci, des cas de décapitation. Alors, cet autre iconoclasme possède, lui, une dimension performative en mettant en scène des imaginaires alternatifs, décoloniaux et féministes. C'est un iconoclasme qui s'appuie sur des transformations sémiotiques, des modifications qui conduisent à la modification du contenu sémantique de l'image de départ. Elle peut être partielle ou radicale lorsque une statue est détruite et on en substitue une autre, par exemple. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est la statue de Manuel Bulnes, qui est un héros de l'indépendance, enfin, dans l'histoire officielle, bien sûr, et président de la République du Chili au XIXe siècle, qui a promu, ça a été un des artisans de l'expansion territoriale du Chili vers le sud, et en particulier de la colonisation des régions du sud du pays, qui n'étaient pas intégrées, en tout cas gérées par l'État central chilien de Santiago. Et ici, cette statue a été détournée à l'aide d'un masque couvrant sa tête. Il s'agit d'un masque qui est utilisé durant les cérémonies, il faut parler au passé, durant les cérémonies rituelles d'une communauté indienne qui s'appelle Selknam, et ces cérémonies ont été documentées peu avant la disparition de cette communauté par le missionnaire et photographe allemand Martin Guzinde dans les années 1920. C'est des photos qui font partie d'un fonds qui, je crois, est au Quai Branly. Donc, une documentation dans les années 1920, peu de temps avant leur disparition. Donc, on voit ce masque ici qui a été réutilisé pour couvrir le visage de la statue de Manuel Bulnes. Donc, ça sert évidemment à satiriser la figure historique de Bulnes, mais ça renvoie à la mémoire des peuples indigènes de la Patagonie, presque entièrement disparus donc, dans la première moitié du XXe siècle. Donc, une colonisation extrêmement récente, c'est il y a 100 ans. À l'extrême sud du Chili, dans la ville de Punta Arenas, la statue de José Menéndez Brown a été détruite pour y substituer une statuaire indigène sous laquelle a été apposée l'inscription suivante en mémoire des peuples originaires, assassinés par l'État chilien et les propriétaires terriens de l'époque. Alors,
José Menéndez Brown a été l'un des plus fervents contributeurs à la colonisation du sud de la Patagonie, donc au début du XXe siècle. Il a créé un empire économique en s'appropriant les terres où vivaient les communautés indiennes et il a participé activement à ce que les historiens qualifient aujourd'hui de génocide. Le piédestal de la statue qui avait été érigé en 1975, donc 2 ans après le coup d'État de Pinochet, célébrait ce pionnier, je cite, du développement économique et du progrès social de la région. Donc, réactualisant évidemment un discours civilisateur qui reposait toujours sur ce même argument utilisé depuis le XVIe siècle et qui a servi de caution à la colonisation. Donc, de telles transformations contribuent à recréer une statuaire qui fait acte de mémoire, qui pluralise le récit de l'histoire chilienne sans dissimuler sa conflictualité. Il y a une remise en question de la notion de communauté nationale comme tout organique, qui est importée aussi au XIXe siècle, au moment où les États latino-américains se constituent, qui est importée d'Europe, l'idée d'une nation qui doit être une, alors qu'aujourd'hui, voilà, on est dans ce processus de redéfinition des identités nationales dans lequel on va souligner le caractère plurinational justement des États, en tout cas en Amérique latine. Ces transformations montrent que l'iconoclasme aussi ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen de résister en créant de nouvelles images. On trouve d'autres exemples dans l'inventaire, dans l'archive de ces transformations qui mettent en scène des imaginaires politiques que les manifestants souhaitent démocratiser et intégrer à l'espace public. Alors, c'est le cas de figures qui ont défié le pouvoir politique et le patriarcat, qui ont milité contre l'homophobie pour la reconnaissance de la diversité sexuelle. Ici, il y a 2 exemples. Une statue, donc 2 statues ici représentant des prélats qui étaient érigés devant le siège de l'Université pontificale et catholique de Santiago, qui ont fait l'objet d'iconoclasmes, qui ont été partiellement détruites ou complètement détruites. Le premier cas, c'est donc le visage de la statue qui représentait Monseigneur Carlos Casanueva, l'ancien recteur de l'université, a été substitué par la photographie de Gladys Marín, qui est une ancienne députée communiste qui s'est exilée peu après le coup d'État en 1973, qui était revenue clandestinement au Chili en 1978, presque, et qui avait été incarcérée en 1996 parce qu'elle avait dénoncé la mainmise du général Pinochet sur la vie politique après la fin de la dictature, durant l'époque dite de transition. Et la seconde statue représente un artiste et écrivain homosexuel, Pedro Lemebel, génial. Alors, voilà, ça, c'est des gestes qui expriment donc pas seulement le rejet des figures attaquées, et des valeurs discriminantes dont elles sont l'émanation, mais qui contribuent à l'appropriation de l'espace et à la projection de valeurs, finalement, dans cet espace porté par les manifestants, défendu par les manifestants. Alors, juste sur ma conclusion, au sein de l'archive, on distingue parfois au premier plan un ou plusieurs manifestants. Ici, c'est le cas, on voit un manifestant qui porte à bout de bras son téléphone au-dessus de la foule pour photographier la scène, puis mettre en ligne les images afin qu'elles circulent sur les réseaux sociaux. Alors, la théâtralité et l'emphase avec laquelle les gestes iconoclastes sont accomplis et leur mise en image par les manifestants témoignent d'une conscience de la nécessité de prendre en charge la production d'images et de mener le conflit sur le plan symbolique des représentations. L'analyse des images montre comment une population se pense elle-même et pense son histoire à travers la dispute et la production d'images. Alors, les modifications esthétiques que Celeste Rojas Mujica applique aux photographies prolonge et pérennise la production d'images que l'iconoclasme génère. L'utilisation du noir et blanc, l'intensification des contrastes et l'inversion des valeurs lumineuses redoublent la théâtralité des gestes iconoclastes et dissimulent aussi leur caractère provisoire. C'est particulièrement visible dans les images que l'artiste donne à voir en négatif. Dans ces images, la silhouette blanche du ou des manifestants dressés sur la statue ou sur le piédestal ou juste au pied se détache de l'arrière-plan sombre, tandis que les corps et les matériaux de la statue fusionnent pour apparaître à la manière d'une nouvelle statuaire. Donc, en conférant au geste iconoclaste l'apparence de nouveaux monuments, l'inventario qui a été créé accentue et prolonge la mise en scène et en image du renversement symbolique du pouvoir. L'iconoclasme donc constitue une stratégie visuelle de résistance à double titre, au sein des manifestations d'une part, en tant qu'intervention physique capable de mener la lutte à travers des formes d'appropriation symbolique du pouvoir, et au sein des images photographiques qui médiatisent la mobilisation d'autre part, en contribuant à faire image, soit à produire les conditions de représentation de visibilité, je dirais plutôt, de la mobilisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette intervention passionnante. Alors, Marion, peut-être soit nous rejoint, soit on se met sur le devant de la scène, comme tout à l'heure. C'était peut-être pas mal.
Ah, parce qu'on ne nous voit pas sinon, c'est ça? D'accord. Donc on peut se mettre là, il y a 3 chaises. On peut rester. Par contre, on peut déplacer les chaises, c'est possible. Merci à tous les deux pour vos présentations très intéressantes et qui permettent aussi de nous décentrer du contexte européen, donc vraiment passionnant. J'avais une petite question sur la méthodologie, peut-être, Mathieu, à propos de ce que tu présentais. Je me demandais en fait, les retours aussi de, comment dire, en fait, j'ai 2 questions. Il y a une question sur plutôt les usages retours militants de son travail à elle. Et aussi la question de comment est-ce que vous avez peut-être collaboré aussi dans le cadre de, du coup, comme tu te bases essentiellement sur son travail, quelle place aussi à son discours, par rapport à elle, ce qu'elle a proposé, comment est-ce que tu complètes aussi, parce que tu as l'air d'être très informé aussi. Le site apparemment ne présente pas forcément justement tous ces contextes ni date, endroit, etc. Donc, j'imagine que c'est des actions qui sont relativement bien documentées, y compris sur le plan médiatique. Mais voilà, comment est-ce que la démarche, on va dire, artistique et la démarche que toi, tu proposes, je ne sais pas comment elle s'articule, en fait. Ouais. Ça a été compliqué démêler les deux, en fait, qui sont de manière conjointe, parallèle. La première chose dans mon travail, ça a été d'abord, finalement, de moins considérer les images pour elles-mêmes, mais comme un accès donc de documentation, c'est-à-dire pour une valeur d'archive, en fait, sur ces gestes iconoclastes. Donc, beaucoup moins l'analyse de ce qu'elle avait fait de ces images, de comment elle les avait transformées aussi. Donc, ça a été et en effet, il y a très peu d'informations. Donc, quelques précisions peut-être. Il y a toujours, en fait, donc les images sont, comme je les ai montrées, un petit peu dispersées d'une manière constellaire sur le site, qui est constitué d'une seule page sur laquelle il y a un défilement vertical particulièrement long, puisqu'il y a plus de 600 images. Et quand on clique dessus, ça grandit et on va avoir le nom du monument et le lieu où il se situe. On peut cliquer sur le lieu et s'il est géolocalisé, on nous envoie. Ensuite, il y a juste un lien qui explique que toutes les images sont libres de droit. Le nom de l'artiste, en fait, n'apparaît nulle part. Elle a voulu en faire un outil aussi qui puisse être approprié dans d'autres contextes, à la fois un outil de documentation, d'information et de réutilisation pour des usages militants. Alors, sur quelles sont les réutilisations qui ont été faites, je ne sais pas. J'aurai l'occasion de lui poser la question lundi, puisqu'on a un entretien qu'on doit le faire dans le cadre de dialogues qui sont organisés par le Centre allemand d'histoire de l'art. Et voilà, je serais curieux de savoir si elle sait quelque chose. Bon, a priori, elle n'a pas forcément suivi tous les usages, à moins qu'on lui ait dit. Et donc, moi, je suis mené ce travail en faisant d'abord des recherches sur les différents types de gestes qu'on pouvait voir, comprendre aussi quelles étaient les figures historiques attaquées, à quoi elles renvoyaient. Par exemple, c'est pas anodin de voir que toutes les statues qui ont été éborgnées sont uniquement des statues qui ne sont pas liées au contexte historique chilien, puisqu'elles ne sont pas liées à l'histoire nationale. C'est que des statues qui représentent des figures mythologiques issues de l'Antiquité gréco-romaine. Donc, quelque part, dont l'aspect finalement, les valeurs sémantiques, les valeurs historiques finalement n'étaient pas chargées de cette histoire et permettaient d'être réutilisées par les manifestants réemployés pour se représenter beaucoup plus facilement. Donc il a fallu chercher à chaque fois quelles étaient les figures, quel rôle elles avaient joué dans l'histoire nationale, donc recouper ça avec beaucoup de travaux d'historiens sur la constitution de l'identité nationale, la place des peuples indiens, notamment, et Mapuche en particulier, dans cette histoire nationale, ou l'absence de place, plutôt, on devrait dire. Donc, ça a été, voilà. Et dans un second temps, j'ai travaillé beaucoup plus sur les modifications qu'elle avait imposées aux images. Et aussi, avec toujours ça a été l'interrogation de départ, puisque j'ai été quand même vraiment saisi par quelque chose de l'ordre d'une force esthétique, d'une puissance dans la composition de l'archive, dans sa forme elle-même, de comprendre aussi pourquoi cette forme, qu'est-ce qu'elle faisait. Alors, on a eu des liens, des relations avec, mais j'ai pas cherché à savoir quelles étaient ses intentions, cherché à l'analyser au regard de la façon dont c'était articulé, de ce qui me semblait que ça venait produire. Ce qui est un peu particulier, c'est que selon la dimension de son écran à partir de laquelle on est sur le site, la disposition des images peut un petit peu varier et surtout la façon dont elles peuvent être ramassées ou condensées.
Et c'est vrai que moi, je trouve que quand on les montre ramassés, j'avais le sentiment qu'il y avait une image de la foule, en fait, d'une multitude qui était produite depuis les images. Voilà, j'y vois vraiment une forme de représentation qui veut à la fois accompagner ce que les manifestants font et redoubler finalement par l'image ce que produisent, ce que génère la manifestation et ses gestes. Merci, mais pour prolonger la question, est-ce que l'artiste est d'accord avec le travail que tu opères sur sa collecte, sur son archive? Est-ce qu'effectivement, elle est OK qu'on le recontextualise, qu'on le rehistoricise? Et est-ce que tu dis que tu vas la rencontrer lundi, mais est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Est-ce qu'on peut parler d'appropriation de son travail? Oui. En fait, je vais même demander des fois des informations parce que, par exemple, je ne savais pas si toutes les images étaient là, à quelle fréquence elle les réinsérait pour modifier du coup la forme de l'archive. Donc, il y a des choses que je vais demander directement. Et sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire à partir de son travail, elle n'a aucun regard dessus. C'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas avoir de regard sur ce qu'on peut faire et dire de ce travail-là. Elle souhaite justement qu'il puisse être approprié autant que possible, le plus librement possible. Dernière question qui fait suite. Son travail est présenté uniquement sous la forme de ce site internet comme ça, rhizomatique, ou est-ce que parfois il y a des éditions, des mises en espace peut-être? Elle en a fait un livre en fait et elle a voulu quelque part que la dimension interventionniste du geste iconoclaste soit produite dans l'édition, puisque c'est un livre dont on peut interchanger les pages et reconstituer des fragments, découper des monuments et reconstituer des fragments de monuments depuis la forme du livre. Ouais. Après, à ma connaissance, ça n'a pas fait l'objet d'une exposition physique encore, ce qui n'est pas le cas d'une autre œuvre qu'elle a produite qui s'appelle Ejercicio de Arides. Je le signale simplement parce que cette autre œuvre aussi, elle est conçue à partir d'un site internet au départ. C'est-à-dire que la forme est pensée depuis un site internet, depuis l'ergonomie d'un site qui est conçu pour l'œuvre, comme c'est le cas ici. Merci pour vos deux interventions, encore une fois, en dialogue très fructueux. Moi, j'avais une question plutôt à propos de l'intervention de Marion. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence si radicale en termes de projet médiatique entre une version Villa, une version Zapata de la révolution, enfin du traitement de l'image de soi? Est-ce qu'elle se reflète aussi dans deux visions de la révolution différentes? Ou comment est-ce qu'on la constate autrement que par les images elles-mêmes, cette différence de projet? Alors, il y a énormément de facteurs qui expliquent en fait cette vision différente. Déjà, il y a un facteur, je pense, géographique. Donc, Zapata opère dans le sud-est de Mexico, donc dans la zone du Morelos, qui est l'endroit où il est né, où il a travaillé. Et Pancho Villa est issu donc des États du Nord, où il était. Donc, il y a plusieurs légendes qui circulent autour de Villa, mais l'une d'entre elles en fait un voleur de bétail dans le Nord. Il avait déjà une réputation qui le précédait, en fait, avant le début de la Révolution mexicaine, ce qui n'est pas le cas de Zapata. Ils ont des valeurs, ils portent des valeurs un petit peu différentes. Zapata est dès le départ axé, puisqu'il est issu d'une famille de paysans et qu'il vit donc dans un état très paysan. Il est vraiment sur la restitution de la terre à ceux qui la travaillent et donc l'expropriation des propriétaires terriens. Et Villa est plus dans une valeur de prise de pouvoir par le peuple et d'un retour à la démocratie. Et il est aussi il théorise un peu moins ses idées que Zapata. Zapata va faire rédiger un plan, il va faire rédiger un plan par un autre révolutionnaire qui est plus alphabétisé, on va dire, que lui, Gilberto Magaña. Et donc, bon, voilà, déjà, il y a cette différence géographique et de valeurs qui expliquerait sans doute pas tout. Et il y a aussi, je pense, le charisme des personnages. Donc ça, j'en ai pas beaucoup parlé. En fait, Villa est un personnage très charismatique. Dans la vraie vie, on va dire, en quelque sorte, et qui a aussi une sorte de charisme visuel. Il est très souriant, il est très présent, il pleure aussi. Sur les photographies, il y a eu tout un travail d'une chercheure, je ne sais pas si vous la connaissez, Andrea Noble, qui est anglaise, qui est décédée malheureusement très jeune, et qui avait fait un travail sur les larmes de Villa. Voilà, il y a plusieurs portraits de Villa où il pleure en commémoration à Madero. Donc il y a un côté, il est très proche des gens.
Et il est aussi visuellement très, voilà, c'est quelqu'un comme tout le monde en fait, qui peut rigoler, qui peut pleurer, alors que Villa a Zapata a une posture beaucoup plus austère et beaucoup plus distanciée, que l'on voit aussi dans le portrait où ils sont là tous les deux. Donc ça, d'un point de vue visuel, ça explique un petit peu cette différence sans doute de stratégie médiatique. Et je pense que Zapata était beaucoup plus méfiant aussi envers les photographes et les journalistes, mais envers tout le monde. Zapata était quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Il avait très peur d'être assassiné. Il a d'ailleurs été assassiné suite à une ruse, quelqu'un qui l'a pris au piège en fait pour l'encercler dans une hacienda et l'assassiner dans cette hacienda. Donc, Villa aussi a été l'objet d'une ruse pour être assassiné en 1923. Donc, ils étaient quand même assez méfiants, mais Zapata était beaucoup plus méfiant que Villa par rapport à toutes les personnes extérieures à son cercle assez proche. Et puis après, il y a aussi cette explication de la fascination on va dire, internationale. Enfin, le fait que Villa ait une reconnaissance aussi états-unienne si forte a répercuté aussi dans la fascination médiatique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, Villa a été un objet donc de symboles révolutionnaires très fort et assez partagé. Donc, même si les médias étaient critiques, ils étaient moins critiques de Villa que de Zapata, parce qu'il y avait cette espèce de déferlement de ce personnage qui était un petit peu inévitable, de fascination. Donc, il a moins fait l'objet d'une réhabilitation, c'est-à-dire que depuis le départ, il y a eu un petit peu une fascination pour ce personnage révolutionnaire et donc pour cette iconographie de ce personnage, même si ensuite ça a été un personnage très problématique pour les gouvernements post-révolutionnaires parce qu'il était assez ambivalent et donc c'était une figure difficile à manipuler pour les gouvernements post-révolutionnaires, alors que Zapata, c'est tout le contraire. Il a été vraiment décrié par les médias, par les gouvernements. Et il a été, par contre, réapproprié très vite, et visuellement, et dans les discours, parce qu'au contraire, comme c'était le père de la réforme agraire, qui était l'une des valeurs principales de la Révolution, c'était un personnage extrêmement, qui était utile, on va dire. Et donc, il y a eu une réappropriation médiatique de son image, à la fois visuelle et de son image en général, qui s'est faite très rapidement dans les années 20. Donc, c'est deux trajectoires vraiment opposées. Une petite question pour continuer de fait, Marion. C'est un peu une double question. Tu as initié ta prise de parole en évoquant le rapport à ce que tu as nommé l'iconotexte et en évoquant ce terme que j'adore, le pouvoir coruscant justement de l'association des images et du texte. Et puis finalement, on a eu assez peu le temps d'y revenir ensuite. Et ça m'intéresse particulièrement puisque justement, ces journaux bourgeois étaient accompagnés vraiment d'un rapport de dialogue entre les articles assez écrits, les textes et puis les images. Mais tu mentionnais que ce corpus qui s'est réduit progressivement était plutôt reçu aujourd'hui, diffusé très largement aujourd'hui, uniquement par l'image. Et les textes, finalement, même d'autres textes ne figurent plus en fait dans ce jeu d'échange. Donc, je voulais avoir un peu plus d'éléments. En fait, ce qui se passe, je pense, c'est que l'image, elle est prise à un moment. Enfin, ce sont des images d'un événement historique. Ils sont tous morts, presque tous assassinés. Enfin, les 5 en tout cas que j'ai présentés, tous assassinés. Donc, c'est une imagerie qui s'arrête. Enfin, en 1920, moi, j'avais choisi une date qui est la date de 1920. L'imagerie est figée, en fait. La révolution armée est terminée et donc on a un corpus immense, c'est des centaines de milliers de photographies, et encore on en a découvert qu'une toute petite partie, je pense. Il y a des archives privées partout au Mexique et ailleurs. Mais c'est une imagerie qui est terminée, en fait, alors que le discours suit sur la révolution est quelque chose qui s'est construit et qui a évolué vraiment tout au long du XXe siècle, avec c'est un travail en soi. Enfin, ce discours sur la révolution, il évolue tout le temps. Il existe encore aujourd'hui, même si c'est atténué. Mais il y a eu énormément d'évolution. Donc, les photographies, alors elles n'en sont pas restées vraiment à ce qu'on en disait pendant la révolution, mais elles ont pris en quelque sorte leur pli. Leur symbolique dans les années 20 et 30, c'est vraiment ce moment où on fige en quelque sorte, on fige cette imagerie sur des mythes de figures, Villa ou Zapata, mais il y a d'autres symboles qui sont associés à la Révolution sur d'autres images que je n'ai pas montrées. Et ça, par contre, d'un point de vue de l'appropriation nationale générale, c'est quelque chose qui est assez consensuel et donc qui peut être réutilisé uniquement par l'image, on va dire, sans être associé au discours. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
J'ai des réserves infinies de questions. Là, plutôt pour Mathieu, cette fois, je voulais savoir si tu avais mené non pas une étude comparative, parce que là, il s'agit d'une pièce artistique d'une artiste en particulier, mais avec d'autres, justement, actions iconoclastes de ce type, et d'identifier les spécificités, justement, de ces actions chiliennes vis-à-vis d'autres contextes, puisqu'il y a eu, voilà, ces dernières années, en fait, des actions iconoclastes, notamment dirigées dans l'espace public, notamment autour des statuaires. Certaines se retrouvent en fait dans différents pays, quels que soient les contextes géopolitiques. Donc, savoir s'il y avait certaines formes qui avaient été identifiées spécifiquement comme appartenant au contexte chilien. Non, je ne crois pas qu'il y ait de forme qui soit spécifique au contexte chilien. La typologie que j'ai évoquée de 3 catégories d'intervention, on la retrouve par exemple chez Mitchell dans Que veulent les images. Même si ce qui m'a plu, moi, dans le travail mené sur cette archive, c'est que la représentation dominante parmi ces 3 catégories, c'est toujours celle de la destruction, comme celle qui est la plus intéressante, qui serait quelque part en filigrane la plus intéressante, en tout cas au moins la plus spectaculaire, assurément. Et je trouve que justement le travail mené sur cette archive, donc sur le contexte chilien, montre que c'est peut-être pas dans la destruction que se joue la chose la plus intéressante parmi ce qu'on peut faire avec les statues, parce que justement, enfin, dans l'archive, je ne sais pas en termes de pourcentage, mais dans les images qu'on trouve, le monument le plus représenté, c'est celui de la place centrale de Santiago où convergent les manifestations, donc le monument au général Baquedano. Et je trouve ça particulièrement intéressant de voir que la statue, le gouvernement décide de retirer la statue. Donc, on se trouve à plus d'1 an et demi après le début de la mobilisation, il se trouve que cette place est donc il y a des manifestations qui sont organisées tous les vendredis et à chaque fois, il y a une conquête de la place qu'il faut mettre en œuvre parce qu'elle est défendue par les carabiniers. Et lorsque la place est conquise, la statue, on va montrer finalement cette victoire en se hissant sur la statue. Donc, quelque part, ils veulent priver les manifestants de la possibilité d'exhiber ce triomphe en quelque sorte en quittant la statue de la place. Bon, ce qui est marrant, c'est que finalement, ça a conduit à plein de constructions d'autres statues qui sont dressées à la place, en lieu et place de celle qui a été enlevée, et qui évidemment sont vite enlevées, mais ils en mettent de nouvelles. Et donc, la mise en scène continue dès lors qu'il y a toujours ce piédestal qui est là. Et la plupart du temps, quand on parle d'iconoclasme, on s'intéresse à ce que représente la figure historique qui est attaquée, et c'est ça qui va être mis en évidence. Dans tous les cas qui étaient liés à la mort de George Floyd, c'est souvent des statues d'esclavagistes, et c'est à cette histoire qu'on faisait référence, donc c'était à la valeur historique de ces figures. Et là, je trouvais ça intéressant de montrer comment à la fois cette dimension était toujours très importante, peut-être centrale, mais qu'elle coexistait avec d'autres formes d'occupation, d'intervention, qui avaient d'autres enjeux, en fait, qui ne s'intéressaient pas à la fonction, au sens de cette figure historique, mais au fait que, finalement, c'est ce que j'aime aussi dans la citation que j'ai montrée d'Emmanuel Furet, c'est cette idée que les monuments qui nous entourent, enfin, en tout cas, c'est la réflexion que j'ai, moi, dans mon rapport aux monuments publics en France en particulier, on ne les voit pas, ils sont invisibles. Et souvent, on méconnaît l'histoire précise des figures qui sont représentées. Et d'un coup, dans un certain contexte, ces figures viennent prendre sens, on va s'intéresser à leurs histoires, à la fois par ce qu'elles peuvent représenter, dans ce cas-là, ça va être des cibles directes en tant que figure historique, mais d'autres fois, et surtout, c'est ce qui s'observe le plus ici, parce que tout simplement, c'est dans des lieux stratégiques qui vont conférer à la mobilisation une visibilité, et c'est aussi parce que c'est des signes du pouvoir disponible, au même titre que le sont les institutions publiques. C'était pas anodin si les Gilets jaunes disaient on va à l'Élysée, quoi, et on veut manifester sur les Champs-Élysées et pas sur le parcours traditionnel Bastille-République, quoi. Donc il y avait s'intéresser aux lieux qui sont identifiés comme des émanations du pouvoir, où donc on va pouvoir dégrader, occuper le pouvoir, enfin quelque part avoir une confrontation avec lui. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi qu'il utilise le mot tangible quelque part. Dans une manifestation, j'ai le sentiment qu'il y a 2 éléments qui sont tangibles du pouvoir, c'est les forces de l'ordre, et donc dans la confrontation avec les forces de l'ordre que défendent comme perspective certains groupes militants,
du coup, il y a une volonté de se confronter au pouvoir. Et quand cette confrontation ne se fait pas sur un aspect physique, en tout cas avec d'autres individus, elle va se faire avec des objets qui sont aussi des incarnations tangibles du pouvoir. Et ça va être le cas des monuments publics et des institutions aussi qui représentent l'État. Ou, évidemment, après, voilà, exactement, tout ce qui est des symboles économiques, quoi, du système capitaliste. Ouais.